Salut, c'est Abel, et puis c'est parti pour la suite du chapitre 2, l'aisance pour tous. L'expropriation. Tel est donc le problème que l'histoire a posé devant nous, hommes de la fin du XIXe siècle. Retour à la communauté de tout ce qui lui servira pour se donner le bien-être. Mais ce problème ne saurait être résolu par la voie de la législation. Personne n'y songe. Le pauvre, comme le riche, comprend que ni les gouvernements actuels, ni ceux qui pourraient surgir d'une révolution politique ne seraient capables d'en trouver la solution. On sent la nécessité d'une révolution sociale, et les riches comme les pauvres ne se dissimulent pas que cette révolution est proche, qu'elle peut éclater du jour au lendemain. L'évolution s'est accomplie dans les esprits durant le cours de ce dernier demi-siècle. Mais comprimée par la minorité, c'est-à-dire par les classes possédantes, et n'ayant pu prendre corps, il faut qu'elle écarte les obstacles par la force et qu'elle se réalise violemment par la révolution. D'où viendra la révolution ? Comment s'annoncera-t-elle ? Personne ne peut répondre à ces questions. C'est l'inconnu. Mais ceux qui observent et réfléchissent ne s'y trompent pas. Travailleurs et exploiteurs, révolutionnaires et conservateurs, penseurs et gens pratiques, tous sentent qu'elle est à nos portes. Eh bien, qu'est-ce que nous ferons lorsque la révolution aura éclaté ? Tous, nous avons tant étudié le côté dramatique des révolutions, et si peu leurs œuvres vraiment révolutionnaires, que beaucoup d'entre nous ne voient dans ces grands mouvements que la mise en scène, la lutte des premiers jours, les barricades. Mais cette lutte, cette première escarmouche, est bientôt terminée. Et c'est seulement après la défaite des anciens gouvernements que commence l'œuvre réelle de la Révolution. Incapables et impuissants, attaqués de tous les côtés, ils sont vite emportés par le souffle de l'insurrection. En quelques jours, la monarchie bourgeoise de 1848 n'était plus. Et lorsqu'un fiacre emmenait Louis-Philippe hors de France, Paris ne se souciait déjà plus de l'ex-roi. En quelques heures, le gouvernement de Thiers disparaissait, le 18 mars 1871, et laissait Paris maître de ses destinées. Et pourtant, 1848 et 1871 n'étaient que des insurrections. Devant une révolution populaire, les gouvernants s'éclipsent avec une rapidité surprenante. Ils commencent par fuir, sauf à conspirer ailleurs, essayant de se ménager un retour possible. L'ancien gouvernement disparut. L'armée, hésitant devant le flot du soulèvement populaire, n'obéit plus à ses chefs. Ceux-ci d'ailleurs ont aussi déguerpi prudemment. Les bras croisés, la troupe laisse faire ou, la crosse en l'air, elle se joint aux insurgés. La police, les bras ballants, ne sait plus s'il faut taper ou crier « Vive la commune !» Et les sergents de la ville rentrent chez eux en attendant le nouveau gouvernement. Les gros bourgeois font leur mal et filent en lieu sûr. Le peuple reste. Voilà comment s'annonce une révolution. Dans plusieurs grandes villes, la commune est proclamée. Des milliers d'hommes sont dans les rues et accourent le soir dans les clubs improvisés en se demandant « Que faire ?» discutant avec ardeur les affaires publiques. Tout le monde s'y intéresse. Les indifférents de la veille sont, peut-être, les plus zélés. Partout, beaucoup de bonne volonté, un vif désir d'assurer la victoire. Les grands dévouements se produisent. Le peuple ne demande pas mieux que de marcher de l'avant. Tout cela, c'est beau, c'est sublime, mais ce n'est pas encore la révolution. Au contraire, c'est maintenant que va commencer la besogne du révolutionnaire. Certainement, il y aura des vengeances assouvies. Des Vatrin et des Thomas paieront leur impopularité. Mais ce ne sera qu'un accident de lutte et non pas la révolution. Les socialistes gouvernementaux, les radicaux, les génies méconnus du journalisme, les orateurs à effet, bourgeois et ex-travailleurs, courront à l'hôtel de ville, au ministère, prendre possession des fauteuils délaissés. Les uns se donneront du galon à cœur joie.
Ils s'admireront dans les glaces ministérielles et s'étudieront à donner des ordres avec un air de gravité à la hauteur de leur nouvelle position. Il leur faut une ceinture rouge, un képi charmé et un geste magistral pour imposer à l'ex-camarade de rédaction ou d'atelier. Les autres s'enfuiront dans les paperasses avec la meilleure bonne volonté d'y comprendre quelque chose. Ils rédigeront des lois, ils lanceront des décrets aux phrases sonores que personne n'aura souci d'exécuter, précisément parce qu'on est en révolution. Pour se donner une autorité qu'ils n'ont pas, ils chercheront la sanction des anciennes formes de gouvernement. Ils prendront les noms de gouvernement provisoire, de comité de salut public, de maire, de commandant de l'hôtel de ville, de chef de la sûreté, qu'en sais-je. Élus ou acclamés, ils se rassembleront en parlement ou en conseil de la commune. Là, se rencontreront des hommes appartenant à 10, 20 écoles différentes qui ne sont pas des chapelles personnelles, comme on en dit souvent, mais qui répondent à des manières particulières de concevoir l'étendue, la portée, le devoir de la révolution. Possibilistes, collectivistes, radicaux, jacobins, blanquistes, forcément réunis, perdant leur temps à discuter. Les honnêtes gens se confondant avec les ambitieux qui ne rêvent que de domination et méprisent la foule dont ils sont sortis. Tous arrivant avec des idées diamétralement opposées, forcés de conclure des alliances fictives pour constituer des majorités qui ne dureront qu'un jour, se disputent, se traitent les uns les autres de réactionnaires, d'autoritaires, de coquins, incapables de s'entendre sur aucune mesure sérieuse et entraînés à discutailler sur des bêtises. Ne parvenant à mettre au jour que des proclamations ronflantes, tous se prennent au sérieux, tandis que la vraie force de mouvement sera dans la rue. Tout cela peut amuser ceux qui aiment le théâtre, mais encore, ce n'est pas la révolution, il n'y a rien de fait. Pendant ce temps-là, le peuple souffre. Les usines chôment, les ateliers sont fermés, le commerce ne va pas. Le travailleur ne touche même plus le salaire minime qu'il avait auparavant. Le prix des denrées monte. Avec ce dévouement héroïque qui a toujours caractérisé le peuple et qui va au sublime lors des grandes époques, il patiente. C'est lui qui s'écriait en 1848 « Nous mettons 3 mois de misère au service de la République », pendant que les représentants et les messieurs du nouveau gouvernement jusqu'au dernier argoussin touchaient régulièrement leur paye. Le peuple souffre, avec sa confiance enfantine, avec la bonhomie de la masse qui croit en ses meneurs. Il attend que là-haut, à la Chambre, à l'hôtel de ville, au comité de salut public, on s'occupe de lui. Mais là-haut, on pense à toutes sortes de choses, excepté aux souffrances de la foule. Lorsque la famine ronge la France en 1793 et compromet la Révolution, lorsque le peuple est réduit à la dernière misère, tandis que les Champs-Élysées sont sillonnés de panthéons superbes ou de femmes étalant leurs parures luxueuses, Robespierre insiste devant les Jacobins pour faire discuter son mémoire sur la Constitution anglaise. Lorsque le travailleur souffre en 1848 de l'arrêt général de l'industrie, le gouvernement provisoire et la Chambre disputaillent sur les pensions militaires et le travail des prisons, sans se demander de quoi vit le peuple pendant cette époque de crise. Et si l'on doit adresser un reproche à la Commune de Paris, née sous les canons des Prussiens et ne durant que 70 jours, c'est encore de ne pas avoir compris que la révolution communale ne pouvait triompher sans combattants bien nourris, et qu'avec 30 sous par jour, on ne saurait à la fois se battre sous les remparts et entretenir sa famille. Le peuple souffre et demande que faire pour sortir de l'impasse. Eh bien, il nous semble qu'il n'y a qu'une réponse à cette question. Reconnaître et hautement proclamer que chacun, quelle que fût son étiquette dans le passé, quelle que soit sa force ou sa faiblesse, ses aptitudes ou son incapacité, possède avant tout le droit de vivre, et que la société se doit de partager entre tous, sans exception, les moyens d'existence dont elle dispose. Le reconnaître, le proclamer et agir en conséquence. Faire en sorte que, dès le premier jour de la Révolution,
le travailleur sache qu'une ère nouvelle s'ouvre devant lui, que désormais personne ne sera forcé de coucher sous les ponts, à côté des palais, de rester à jeûner tant qu'il y aura de la nourriture, de grelotter de froid auprès des magasins de fourrure. Que tout soit à tous, en réalité comme en principe, et qu'enfin dans l'histoire, il se produise une révolution qui songe aux besoins du peuple avant de lui faire la leçon sur ses devoirs. Ceci ne pourra s'accomplir par décret, mais uniquement par la prise de possession immédiate, effective, de tout ce qui est nécessaire pour assurer la vie de tous. Telle est la seule manière vraiment scientifique de procéder, la seule qui soit comprise et désirée par la masse du peuple. Prendre possession, au nom du peuple révolté, des dépôts de blé, des magasins qui regorgent de vêtements, des maisons habitables. Ne rien gaspiller, s'organiser tout de suite pour remplir les vides, faire face à toutes les nécessités, satisfaire tous les besoins, produire, non plus pour donner des bénéfices à qui que ce soit, mais pour faire vivre et se développer la société. Assez de ces formules ambiguës telles que le droit au travail, avec laquelle on a leurré le peuple en 1848 et cherche encore à le leurrer. Ayons le courage de reconnaître que l'aisance, désormais possible, doit se réaliser à tout prix. Quand les travailleurs réclamaient en 1848 le droit au travail, on organisait des ateliers nationaux ou municipaux, et on envoyait les hommes peiner dans ces ateliers à raison de 40 sous par jour. Quand ils demandaient l'organisation du travail, on leur répondait « Patientez, mes amis, le gouvernement va s'en occuper, et pour aujourd'hui voici 40 sous. Reposez-vous, rudes travailleurs qui avez peiné toute votre vie. » Et, en attendant, on pointait les canons, on levait le banc et l'arrière-banc de la troupe. On désorganisait les travailleurs eux-mêmes par 1000 moyens que les bourgeois connaissaient à merveille. Et un beau jour, on leur disait « Partez pour coloniser l'Afrique, ou bien nous allons vous mitrailler. » Tout autre sera le résultat si les travailleurs revendiquent le droit à l'aisance. Ils proclament par cela même leur droit de s'emparer de toute la richesse sociale, de prendre les maisons et de s'y installer selon les besoins de chaque famille, de saisir les vivres accumulés et d'en user de manière à connaître l'aisance après n'avoir que trop connu la faim. Ils proclament leur droit à toutes les richesses, fruits du labeur des générations passées et présentes, et ils en usent de manière à connaître ce que sont les hautes jouissances de l'art et de la science, trop longtemps accaparées par les bourgeois. Et, en affirmant leur droit à l'aisance, ils déclarent, ce qui est encore plus important, leur droit de décider eux-mêmes ce que doit être cette aisance, ce qu'il faut produire pour l'assurer, et ce qu'il faut abandonner comme sans valeur désormais. Le droit à l'aisance, c'est la possibilité de vivre comme des êtres humains et d'élever les enfants pour en faire des membres égaux d'une société supérieure à la nôtre, tandis que le droit au travail est le droit de rester toujours l'esclave salarié, l'homme de peine gouverné et exploité par les bourgeois de demain. Le droit à l'aisance, c'est la révolution sociale, le droit au travail est tout au plus un bagne industriel. Il est grand temps que les travailleurs proclament son droit à l'héritage commun et qu'ils en prennent possession. Fin du chapitre 2. On peut rajouter un propos écologique à ce chapitre. La dernière fois, dans la dernière vidéo, on avait évoqué la question de savoir est-ce qu'on peut adapter ce que dit Kropotkin par rapport aux machines aux enjeux écologiques actuels. Or, ce qu'il dit dans cette fin de chapitre peut clairement être transposé dans un enjeu écologique. Plus précisément quand il dit que c'est aux travailleurs de décider ce qu'il faut produire pour assurer donc l'aisance et ce qu'il faut abandonner comme sans valeur désormais. Qu'est-ce que ça sous-entendrait aujourd'hui dans un aspect écologique ? Ça sous-entendrait que les individus et les groupes d'individus pourraient décider
d'abandonner certaines pratiques qui sont nocifs pour l'environnement et donc pour nous, et qui nuisent justement à notre aisance, comme par exemple, je sais pas, prenons l'exemple d'industries lourdes qui vont polluer énormément l'air ou les rivières par exemple, et les fleuves. Et bah dans cette situation, les individus au sein d'une communauté pourraient décider d'abandonner ces industries lourdes en question parce qu'ils considéreraient qu'elles nuisent à leur aisance. Et ils pourraient aussi limiter leur production en ne produisant que ce qui leur est nécessaire. Ils ne seraient pas obligés de produire en masse pour atteindre un bénéfice, puisque leur but ne serait pas d'engranger des bénéfices, mais de produire ce qui est nécessaire à leur aisance. Donc, ce qui réduirait les problèmes de surconsommation. Après, il faut mettre ça en parallèle qu'il faut que les individus soient dans cette conscience de ce qui est bénéfique à leur aisance et de ce qui est négatif à leur aisance. On peut prendre en parallèle de ce que dit Kropotkin dans la morale anarchiste sur la morale chez les animaux, que ce qui est moral est ce qui est bénéfique à la survie de l'espèce ou du groupe. Et ce qui est immoral, c'est ce qui est négatif à cette survie. Donc on pourrait présumer que le même principe pourrait se retrouver chez l'être humain. Mais clairement, les possibilités courent une situation où les individus au sein d'une communauté, et donc la communauté, puissent décider de ce qu'ils vont produire, de ce qu'ils vont continuer de faire et ne plus faire, sans devoir passer par une instance supérieure, un organe supérieur, une entité supérieure, utilisez le mot que vous voulez, et bah, on pourrait déjà imaginer que si c'était le cas actuellement, je dis pas qu'on serait sauvé, plus de fin du monde, mais on pourrait plus facilement réduire tous ces risques. Parce que même si une partie de la population ne se sent pas concernée ou une autre attend que le gouvernement agisse, et qu'une autre partie, elle, a envie de changer les choses activement, quelle que soit la manière dont elle l'envisage, on peut imaginer que s'il n'y a plus d'entité supérieure pour dire aux gens comment ils doivent organiser leur vie, mais que c'est des individus au sein d'un groupe, donc ce groupe qui s'organise entre eux, on peut déjà avancer le fait que ceux qui veulent changer activement les choses vont adopter un fonctionnement de vie, où justement, ils vont le faire librement, ou au sein de leur communauté, ils vont pouvoir réduire tous leurs impacts. Et pareil, pour le groupe qui attend que le gouvernement agisse, une partie de ceux-ci vont sûrement se mettre à adopter la façon de faire du groupe qui a décidé de fonctionner autrement. À partir du moment où ils sont dans un même groupe. Donc, c'est à réfléchir, mais je pense que ça a un intérêt et que ça peut amener justement à abandonner plus facilement toutes les pratiques nocives pour l'environnement, et donc pour les autres espèces et pour notre propre espèce. Puisqu'il n'y a plus de grands groupes industriels qui ont leur intérêt, qui empêchent, par le lobby ou d'autres moyens, ces changements, ou des États, toujours sous la pression des lobbies, l'influence des lobbies serait plus exact, vont mettre en place des mesures qui seront mauvaises pour l'environnement, ou faire des demi-actions qui au final n'ont pas d'utilité, puisqu'ils la planifient dans 40-50 ans. Voilà. Enfin bref, j'ai un peu dévié, mais ça sera tout, et puis la prochaine fois, chapitre 3, le communisme anarchiste. Voilà, allez, salut.